Je pense que si on m'avait posé la question sur un livre parlant de ma mère, il y a quelques années, j'aurais dit non. Non, je sais pas, parce que d'abord, je pensais que l'histoire de ma mère n'était pas spécialement significative pour raconter une histoire, hein. Mais ceci peut-être parce que, à différence de mon père, c'était une femme très discrète, je dirais même un peu sécrète, hein. Donc raconter sa vie, c'est un peu compliqué. Mais après la publication de l'art de voler, euh, je dirais qu'un sentiment d'une satisfaction de plus en plus marqué s'est installé en moi parce que le traitement que je fais de la figure de ma mère dans l'art de voler n'était pas le meilleur possible. C'est vrai qu'elle n'avait pas le rôle important, le protagoniste indiscutable, c'était mon père, effectivement. Elle passait en deuxième plan, mais je crois que je l'avais condamné là à un stéréotype de la femme à la maison, conservatrice, religieuse, etc. Elle était beaucoup plus que ça, ma mère. Je puis le confirmer d'ailleurs en écrivant ce livre. Et disons que ce malaise ou cette injustice, disons, littéraire commise envers ma mère a finalement pris le dessus. Et le livre L'aile brisée, on peut le considérer, disons, je peux le considérer personnellement comme un exercice de réparation envers ma mère. Mais je pense que, indépendamment de ce que ce livre peut signifier pour moi personnellement, pour mon histoire personnelle et familiale, euh, les livres montrent d'abord une histoire assez impressionnante. Ma mère n'a pas eu la vie facile, c'est la moindre des choses que l'on puisse dire, mais je crois qu'elle est également très représentative d'une génération de femmes. Ma mère est née en 1918. Donc, elle a vécu tout le XXe siècle. Elle est morte en 1998. Donc, et elle appartenait à une génération de femmes qui étaient réellement soumises, effacées. C'était le sacrifice, c'était son lot, et qui, en plus, je crois qu'elles ont été, elles continuent à l'être encore, oubliées. Tenant compte qu'elles ont eu un rôle très important dans des périodes extrêmement difficiles. Ce sont elles qui ont soutenu les familles dans des moments de guerre ou d'après-guerre, de famine, des difficultés, où mettre un bout de pain sur la table parfois devenait tout un exploit. Eh bien, on n'en parle pas. On parle des hommes qui sont allés se battre au front à la guerre civile en Espagne, ici dans la résistance ou dans la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'est-ce que ces femmes faisaient? En plus, je crois qu'elles n'avaient pas encore, les femmes à l'époque, un discours revendicatif, féministe, qui leur permettent donc d'avoir une parole propre, de constituer une identité contre un monde réellement agressif par rapport à elle. Et je crois que le livre essaie, dans ce sens, de donner au moins une certaine visibilité à ces femmes, expliquer quel était leur fonctionnement mental, hein, comment elles acceptaient, elles s'intégraient dans ce monde qui était pour elles tellement difficile. Oui. Bon, oui, pour moi, a été facile et en plus, j'ai bien aimé. Surtout, hein, j'ai commencé avec lui, avec l'art de voler. Et ce livre aussi, ça a été
Bon, j'étais dedans, sa famille déjà. Quand il m'a dit qu'il avait l'idée de faire l'histoire de sa mère, je croyais que c'était une blague. Mais il m'a dit non, mais ma mère, sa vie a des choses très intéressantes. Il m'a raconté l'histoire d'Ibra. Et bon, j'étais surpris. Non, après, bon, je pensais, bon, peut-être ça va marcher, je sais pas. Il m'a envoyé le scénario peu à peu, de 30 en 30 feuilles. Et j'ai commencé à travailler sans avoir lire toute l'histoire. Mais j'étais surprise. Chaque fois qu'arrivait quelques pages, je lisais. Et j'étais surprise parce que l'histoire, ça est devenu plus en plus, c'est pas, séductrice. J'ai bien aimé, vraiment. Oui, le personnage du grand-père, que j'ai pas connu, il est mort quand ma mère était encore au village, célibataire, etc. C'est un personnage qui m'est fasciné déjà. Avant de commencer l'écriture de ces livres, mais qu'en rédigeant le scénario, je reconnais qu'il m'a captivé un peu, même si c'était un homme, comme mon oncle Lorenzo disait, un homme brutal, un homme très agressif, et il ne l'aimait pas du tout, hein, mon oncle, hein, parce que c'était réellement le prototype, même si c'était quelqu'un euh, d'une idéologie de gauche, mais ceci n'empêchait pas d'avoir de comportements très machistes, hein, donc, et en fait, il précède la vie de ma mère jusqu'à l'âge de 24 ans, dans la mesure où déjà, quand ma mère naît et comme conséquence de sa naissance, sa mère meurt dans les couches, mon grand-père essaie de la tuer. Donc, c'est pour que vous vous fassiez une idée du caractère. Il était très amoureux de sa femme et il a considéré ma mère coupable de cette mort. Et fou de rage, il a voulu la tuer. Non, mais cet homme était en même temps euh, un type à part, on dirait, hein, dans le village, dans ce monde de la Castille profonde, un monde rural, très peu cultivé, etc. Il tenait un bureau de tabac, il était coiffeur aussi, c'était assez caractéristique dans les villages de l'Espagne de l'époque, et ce qu'il considérait comme son véritable métier, il écrivait de pièces de théâtre qu'il jouait avec sa propre compagnie, qui était à peu près la famille, quelques amis, en tournant dans les petits villages autour de son propre village, pendant les fêtes, et essayant donc de cultiver intellectuellement aussi cette Espagne réellement noire et analphabète du début du siècle. C'est une figure, je pense que même si elle était tellement violente, je crois, c'est une figure, je pense, désespérée, très tragique. Et je suis convaincu que ma mère, malgré tout, hein, malgré ses débuts de vie, où elle a été sur le point de mourir entre les mains de mon grand-père, et malgré cette fin de vie, parce que ma mère s'est chargée de le soigner quand il est devenu paralytique jusqu'à la fin de ses jours, elle
elle, était très attachée et je suis convaincu qu'elle l'aimait beaucoup. J'ai jamais entendu ma mère dire du mal de mon grand-père, au contraire. C'est tout à fait surprenant, c'est même assez incroyable. Donc, c'est quand ma mère était déjà dans son lit de mort, et elle était en perfusion, elle avait constamment sur son bras droit, la seringue, l'aiguille, donc elle avait donc le bras tout bleu. Et c'est à ce moment-là que je me pose la question, et je pose la question à l'infirmière, mais madame, pourquoi donc ne pas changer la perfusion de bras, mettez sur le bras gauche aussi. Et c'est l'infirmière qui me découvre que, mais monsieur, votre mère a le bras plié comme ça, elle ne bouge pas le bras, j'avais 46 ans. C'est-à-dire que je connaissais ma mère depuis un bout de temps. Hein, et c'est la première fois que je le découvre. Et ce qui me semble encore plus grave, c'est que je vais voir mon père, il s'était séparé à l'époque. Je lui demande, papa, tu savais que maman avait le bras comme ça, plié, qu'elle ne pouvait pas bouger? Aucune idée non plus. Hein. Donc, c'est réellement, et effectivement, ce que je fais immédiatement après, comme on peut le lire dans le livre, c'est aller voir dans les archives de la famille photographique, et on pourra constater dans l'épilogue du livre, j'ai mis toute une série de photos de ma mère pour que l'on puisse voir jusqu'à quel point, dès qu'on le sait, c'est visible. Elle est tout le temps, dans toutes les photos, dans le bras comme ça. Mais elle s'arrangeait, je vois, elle portait le sac, elle me porte sur son bras parfois, donc parce qu'elle devait avoir de la force encore dans ce bras. Mais personne, parce que j'ai demandé après à la famille, à des amis, etc., personne ne semble s'être rendu compte de... Et c'était pour moi un détail tellement important, ça dépasse un peu l'anecdote, je crois, et ça peut devenir en fait la métaphore qui explique un peu la vie de cette femme. Parce que d'un côté, ça parle du regard très superficiel que les hommes pouvons avoir sur les femmes de cette époque. D'une certaine manière, autant pour mon père que pour moi, ma mère a été invisible, ou au moins un trait très important de son anatomie est passé inaperçu. Et ça parle aussi également de cette force de caractère et de cette force de volonté pour faire en sorte qu'un défaut physique qui aurait pu être très... qui aurait pu restreindre énormément la capacité, parce que ma mère a fait toujours des travaux très physiques, hein, comme servante à la maison, etc. Et elle aurait pu être limitée. Non, elle a trouvé la manière de se débrouiller et de faire pour que non seulement elle puisse être fonctionnelle, compétitive à tous les niveaux, mais que les gens ne se rendent pas compte. Hein, elle a pu simuler pour que personne ne se rende compte de l'aile brisée, le titre du livre, part évidemment de cette découverte. Je finis, je regardais tous les dessins pour voir, il n'y avait que je veux faire comme ça, j'avais dessiné la femme avec les bras comme ça, tout droit. Et évidemment, j'ai changé, non? Mais il reste encore un dessin, qui c'est précisément le derrière, elle est comme ça.
Et lui, moi, je ne savais pas. Lui non plus. Non, on l'a vu. On l'a pas vu. C'est mon frère qui m'a dit. Tu as vu? Et là, le bras. Alors, c'est un petit détail que. Non, pour moi, c'était pas difficile parce que je le fais toujours avec quelque chose dans la main, en train de cuisiner, en train d'avoir le petit enfant. Je sais pas. C'est comme ça. Peut-être c'est plus difficile dans un film, parce qu'il ne peut pas bouger. Mais dans ça, normalement, les dessins, ça bouge pas, non? Non, non, mais ça a été pour moi une découverte et je sens déjà à partir de premières critiques qui commencent à apparaître en Espagne que c'est une découverte pour beaucoup d'Espagnols. Hein. C'est un épisode de l'histoire de l'Espagne obligatoirement caché parce que conspiratif dans l'organisation et très secret dans la répression. Effectivement, la seule piste que j'avais, c'était quand ma mère parlait de cette période où elle avait été au service d'un général très haut placé dans le régime franquiste. Elle racontait des anecdotes comme gouvernante de cette grande maison, etc. Et très souvent, quand elle faisait le portrait de Juan Bautista Sánchez González, elle disait « mais il n'aimait pas trop Franco ». Moi, j'étais habitué à cette expression, et là, quand j'ai dû me mettre donc à la reconstruction de l'histoire de ma mère, je me suis dit, bon, je vais aller voir, qu'est-ce que ça voulait dire quand il n'aimait pas trop Franco, hein. Et j'ai commencé à faire des recherches, et effectivement, il y a des documents sur la guerre civile et l'après-guerre, il y en a très peu en Espagne. Il y a même les archives militaires qui restent encore secrets en Espagne. C'est un cas très particulier et qui fait que notre connaissance de notre histoire la plus proche soit très limitée, hein, et j'ai pu découvrir que, comme d'ailleurs il était assez logique, quand les militaires se sont soulevés en 1936 contre la République légitimement et démocratiquement instituée, évidemment, ils n'avaient pas comme projet proclamé Franco, qui n'était pas un général spécialement apprécié parmi ses collègues. Hein. C'était Franquito, il l'appelait Franquito, hein, parce qu'il avait une voix pas spécialement virile, il était petit, c'était pas le militaire martial, etc. Donc, mais une bonne partie de ces militaires étaient monarchistes. Donc, l'idée, c'était la monarchie avait été expulsée de l'Espagne en 1931, donc en 1936, 5 ans après, l'idée c'était restaurer la monarchie pour une bonne partie de généraux qui ont participé dans le soulèvement, dans la révolte contre la République. Et Juan Bautista Sánchez González est resté monarchique jusqu'à la fin de ses jours. Il a conspiré de façon parfois presque arrogante, je dirais, ou très, très, très visible contre Franco, jusqu'au moment, je pense que Franco était au courant de tout ce mouvement depuis un certain temps, mais à partir d'un moment déterminé, quand il se sent déjà plus assuré dans le poste, dans les années 50, milieu des années 50, la répression qu'il exerce sur les membres les plus signifiés de cette conspiration est radicale. Oui, je dirais que dans le cas de l'aile Brisset, dans l'histoire de ma mère, il y a
un pourcentage de fiction plus important que dans l'art des volets, l'histoire de mon père. On pourrait penser que dans la mesure où mon père était anarchiste, résistant, etc., sa vie allait être moins documentée, plus difficile à raconter, mais c'est pas vrai. C'était pas vrai. C'était cette histoire apparemment plus transparente, plus tranquille, plus simple, qui était celle de ma mère et qui m'a donné beaucoup plus de travail à l'heure de retrouver les événements, les dates, les pistes concrètes. Je sais pas, j'ai dû remplir donc avec, je dirais pas tellement des fictions, mais je dirais des hypothèses vraisemblables. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai réuni ces trois éléments. D'abord, la découverte de ce bras, de cette aile brisée, de ce bras qu'elle ne pouvait pas bouger. La phrase qu'elle me dit dans son lit des morts, depuis toujours. Hein, ce bras est comme ça depuis toujours. Et le récit de cette naissance tellement traumatique, hein, où mon grand-père veut la tuer, et elle rajoutait, et ça je le connais à travers le récit également de ma tante Florentina, c'est ma sœur Florentina, qui avait 14-15 ans à l'époque, qui m'a sauvé, qui m'a arraché des bras de mon père, et c'est grâce à elle que je suis toujours en vie. Elle disait comme ça. Alors, je ne suis pas sûr, mais pour moi, c'est assez vraisemblable que c'est depuis toujours que ces bras blessés, la blessure se soit produite dans ce mouvement, dans ces va-et-vient, dans cet arrachement qui a dû être violent, qui entre quelqu'un qui tire de ma mère vers la mort et quelqu'un qui tire de ma mère vers la vie, qui a laissé cette empreinte définitive, mais que ma mère s'est arrangée pour qu'elle passe inaperçue le reste de sa vie. Alors là, je ne suis pas sûr à 100%. Donc, j'ai réuni, donc, comme vous voyez, des morceaux de pistes, etc. Et j'ai fait, et je mets ça comme exemple, mais il y a beaucoup d'épisodes aussi où ce sont de reconstructions, hein, vraisemblables, comme j'ai dit, à partir des données, des informations dont je suis certain. Oui, bon, j'aime bien ça. Aujourd'hui, c'est facile avec le Internet, tu trouves tout, non? Mais surtout la grève des tramways, comme tu disais en français, c'est comment? Tramway, oui, oui. Tramway. Alors, la grève, par exemple, j'ai cherché tous les tramways qu'il y avait dans ce moment, non? Avec les numéros. Je me rappelle, à Barcelone, c'était plein ça a été une grève très importante. J'avais, je sais pas, j'étais petit, mais je me rappelle qu'on a parlé beaucoup de cette grève. C'est la première grève vraiment contre Franco qu'il y a eu. Alors il paraît que c'est vrai l'histoire de que le militaire il voulait pas sortir l'armée à la rue, non? Il paraît bon tout ça on trouve les photos encore, c'est facile, c'est pas facile, enfin faut chercher, faut beaucoup chercher, mais bon on trouve, j'aime bien chercher, faire la recherche de tout ça. Déjà, je crois que dès les débuts, on a très bien accroché. Hein, quand nous avons commencé la collaboration pour l'art de voler, nous ne nous connaissions même pas. Hein, c'est-à-dire, on s'est rencontrés
moi, je connaissais son travail, évidemment, parce que Keane est un dessinateur très connu et très populaire en Espagne. Oui. Mais personnellement, on ne se connaissait pas. Et dès le début, je pense qu'il est très rapidement entré dans l'histoire. Il est vrai que on appartient à une même génération. Il est vrai, par exemple, que l'expérience familiale qu'il a pu avoir, son père a été aussi dans les prisons franquistes. Hein, on ne parle pas je ne lui parle pas d'un monde. C'est un monde familial pour lui. Mais je dirais que si, par exemple, dans le cas de l'art de voler, je recevais parfois des coups de fil où il essayait de m'expliquer, il ne terminait pas de voir certaines scènes, etc. Là, il peut le confirmer dans ce cas, dans le cas de l'aile brisée, je crois que... non, ça est... Bon, parce que je suis neuf dans la BD. Avant, je fais encore des satiriques, enfin, dans des journaux satiriques. Il y a longtemps que je n'avais pas fait un dessin dramatique ou de la BD. Je n'avais fait jamais de la BD. Alors j'ai commencé avec l'art de voler. Ça a été toute une expérience toute neuve pour moi. Mais j'ai bien aimé, je suis bien amusé. Et dans ce deuxième livre, j'ai vu tout ce qu'il y avait de mal fait dans l'autre, que j'aime pas, non? Alors ici, j'ai essayé de... Mais j'aime bien de faire le blanc et noir avec le gris, parce que, oui, c'est comme des films des années 50. Je vois toute l'histoire, toutes ces histoires, je les vois comme ça, non? Avec toujours des carrés pareils, pas des grands carrés. Je vois ça comme très classique, non? Et c'est comme ça que je fais, enfin. Et je crois que c'est plus facile de lire une histoire comme ça, dans cette façon, je sais pas. Pour moi, je pense que le monde familial, la carte sentimentale, pour ainsi dire, que nous savons dans notre cœur ou dans notre tête, dans nos rapports familiaux, a changé. Et ce livre m'a permis de resituer ma mère affectivement. Avant l'écriture de ce livre, je crois que l'art de voler est représentatif de la vision que j'avais un peu de mes préférences, de mes affections familiales, où mon père occupait un poste plus important, je dirais. Hein, et ce livre m'a permis de comprendre beaucoup mieux, de connaître d'abord des épisodes de la vie de ma mère que je ne connaissais pas, mais de comprendre mieux sa position. Moi, j'étais un peu distant par rapport aux positions religieuse de ma mère à partir d'un certain moment. Sa dévotion était pour moi, je sais pas, je la voyais trop identifiée avec un monde religieux que je rejetais. Et là, j'ai compris en fait que pour une femme comme elle, et pour les femmes de cette génération qui avaient une formation intellectuelle nulle, hein, dans le cas de ma mère, elle n'est même pas allée à l'école. Hein, donc c'était très habituel. Déjà pour les hommes, c'était compliqué. Alors les femmes, bon, aucun besoin d'aller à l'école. Il en est question à un moment déterminé dans un épisode
du livre. Ah, mais vous, les femmes, vous n'en avez pas besoin de vous instruire. Donc, alors, pour une femme qui n'a pas une instruction spéciale, qui doit donc affronter un monde énormément difficile, qui se sent sans appui, qui se sent un peu abandonné, qui n'a pas réellement un discours ou des arguments qui justifient une existence qui semble vouée au sacrifice et à l'annulation. Je pense que là, les religions sont bien pensées pour jouer un rôle parmi les gens, disons, plus marginés ou désespérés, parce qu'au moins, du point de vue du discours, la religion offre un peu de consolation, l'espoir, permet de donner un sens peut-être à des choses tout à fait inacceptables. Alors j'ai compris ça, j'ai compris ce rôle et pourquoi peut-être ma mère accrochait d'une façon tellement désespérée à la religion, c'était dans la mesure dont elle avait besoin de ça. Et ça a enlevé un préjugé, je crois qu'il la mettait en distance. Effectivement, après ce livre, j'aime beaucoup plus ma mère qu'avant.